Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 31 janvier. Et d'honneur, accueil chaleureux et puis tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi. Le pape François est arrivé à Kinshasa. Il a été accueilli avec honneur et joie dans la capitale. À la une également, Félix Tshisekedi a été devant le corps diplomatique. Le chef de l'État a brossé le tableau des événements qui ont marqué l'année 2022. Il a dénoncé également la complaisance de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. À l'international, le Gabon projette de porter la production du cacao à 3000 tonnes d'ici 2025. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Ce fait, le pape François est à Kinshasa depuis cet après-midi. Le souverain pontife a eu droit à une aide le sol de la République démocratique d'un accueil chaleureux rimant parfaitement avec l'hospitalité légendaire de Congolais. Il a eu aussi un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi au Palais de la Nation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les réactions fusent de partout quant à la visite du pape François en République démocratique du Congo. Du côté de la société civile, la Lucha par exemple, elle attend du pape un message de paix et demande au Saint-Père de condamner l'agression rwandaise et de demander des sanctions sévères au régime du président Kagame. Je propose de suivre Jacques Isongo, un des communicateurs du mouvement citoyen. Il est au micro de Patience Lokeke. Qui aujourd'hui sera déjà chez nous. Et en tant que mouvement citoyen pro-démocratie, la Lucha, nous espérons entendre du pape le message bien entendu de la paix, mais aussi étant ou faisant partie de la communauté internationale, parce que nous devons le rappeler, c'est un chef d'État du Vatican, il va falloir qu'il puisse condamner avec véhémence et fermeté l'agression rwandaise dans notre pays. Parce que en dehors des islamistes, il y a aussi des chrétiens catholiques qui sont derrière en fait cette agression. Et lui, étant Saint-Père, il aura bien entendu un message clair pour appeler à la paix. Et aussi, grâce à lui, nous pensons qu'il peut remédier, il peut jouer à la médiation pour que les deux pays puissent s'entendre. Bien que pour nous, nous continuons à exiger des sanctions concrètes et sévère à l'encontre du président rwandais et de tout son régime pour des affres qui sont en train de commettre dans notre pays. Voilà ce que nous nous attendons de l'arrivée du pape et nous espérons que son voyage ne sera pas un voyage inutile car ça sera pour nous un gâchis de temps et d'argent qui ont été consacrés pour l'argent qui a été consacré bien sûr pour son accueil. Merci. En rapport avec l'arrivée du pape François en RDC, la société de transport au Congo, Transco, a annoncé l'ouverture des lignes spéciales à Kinshasa pour amener les chrétiens au site de Ndolo où le souverain pontife dira une messe ce mercredi. Les nouvelles lignes de Transco sont déjà opérationnelles. Et si l'actualité de ce jour et de cette semaine aura été marquée par cette visite papale, cela est fortement lié à la personne du pape François. La rédaction des Géopolis Télévision revient ici sur le personnage emblématique à l'échelle mondiale qui est le pape François, avec quelques éléments de son parcours. Suivez. Je disais donc que si l'actualité de ce jour et de cette semaine aura été marquée par la visite papale, cela est fortement lié à la personne du pape François. La rédaction des Géopolis Télévision revient ici sur ce personnage emblématique à l'échelle mondiale avec quelques éléments de son parcours. Suivez ce reportage. Le pape François vient de fouler le sol congolais dans l'après-midi de ce mardi 31 janvier 2023. La RDC est un pays qui représente un poids important dans l'Église catholique. Fort de plus de 46 millions de fidèles, c'est le premier pays catholique en Afrique et 6e au monde. De son vrai nom, Georges Mario Bergoglio, le pape François est né le 27 décembre 1936 à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Parler de l'actuel chef de l'Église universelle, c'est parler du 266e pape, chef d'État du Vatican, l'actuel évêque de Rome, qui, depuis son élection en 2013, porte le nom de François en français, en latin Franciscus, en italien Francesco et en espagnol Francisco. Cet ancien archevêque de Buenos Aires est né d'un père immigré de l'Italie, José Bergoglio.
Sa mère est issue aussi des parents immigrés de l'Italie, répondant au nom de Regina Maria Sivori. Georges Mario Bergoglio termine sa formation de technicien en chimie avant d'entrer au séminaire de Villa Devoto, puis au noviciat de la Compagnie de Jésus le 11 mars 1958. Il poursuit sa formation spirituelle au Chili et revient en 1963 à Buenos Aires pour ses études de philosophie. Après une expérience d'enseignant de la littérature dans un collège de Santa Fe et dans un collège de Buenos Aires, il fait ses études de théologie au théologat de San Miguel avant d'être ordonné prêtre en 1969 par Raymond José Castellano, archevêque de Cordoba. Le pape François, c'est le premier pape issu de la Compagnie de Jésus, le premier pape non européen depuis le 8e siècle avec le pape syrien Grégoire III, mais aussi le premier pape à organiser les funérailles de son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022. Vous avez donc corrigé avec moi, il ne s'agissait pas d'un reportage, mais plutôt d'un commentaire signé Fiston Oleko. J'ai annoncé en titre, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé le vœu de Nouvel An 2023 lundi au Palais de la Nation avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Au cours d'une cérémonie conforme aux us et coutumes diplomatiques, le chef de l'État a saisi l'occasion pour fustiger le comportement complaisant de la communauté internationale à l'égard du Rwanda qui soutient le mouvement terroriste du M23. Suivez. Le président Félix Tshisekedi a, dans son adresse, passé en revue les moments forts ayant marqué la vie politique, sociale et sécuritaire sur le plan national et international en 2022, à savoir l'évolution de la pandémie de Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la tenue de la COP27, le sommet Afrique-États-Unis d'Amérique de Washington ou encore l'adhésion de la RDC à la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Toujours sur le plan international, le chef de l'État a indiqué par ailleurs l'accession de la RDC à la présidence de la SADC et de la Communauté économique des États d'Afrique centrale en 2022, deux organisations qui, a-t-il dit, contribuent à la réalisation des idéaux de la sous-région. Devant le corps diplomatique, le chef de l'État a souligné la relation difficile entre la RDC et le Rwanda avec la guerre du M23. L'année dernière a été jalonnée par des épreuves douloureuses dans les relations entre la République démocratique du Congo et certains pays voisins, en particulier le Rwanda, qui, depuis 23 ans, s'est toujours octroyé le droit de nous agresser et de commanditer des crimes abominables sur notre territoire national, au mépris du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le président de la République jure vouloir défendre coûte que coûte son pays. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Félix Tshisekedi a salué enfin les efforts des chefs d'État de la région d'Afrique de l'Est et des Grands Lacs dans la recherche de la paix en RDC. Le chef d'état-major des FARDC, le général Christian Chiwewe, continue sa mission dans les différentes bases militaires dans le Haut-Katanga. Le numéro 1 des FARDC était à Kipushi où il a visité notamment la compagnie des reconnaissances motorisées de la SADC en attente du déploiement au nord du Mozambique. Blaise Kuzola. Le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe, a poursuivi sa mission de contrôle et de commandement des unités de la 22e région militaire. Ce lundi 30 janvier 2023, il a été à Kipushi dans le Haut-Katanga après une mission effectuée à la base militaire de Kamina. Sur place, le général Chiwewe a inspecté la compagnie de reconnaissance motorisée de la SADC en attente de déploiement au nord du Mozambique. Cette composante de la force africaine compte 243 militaires FARDC où il a été convié à un exposé sur cette unité. Il a à l'occasion prodigué quelques conseils au contingent congolais de pouvoir assurer la sécurité des frontières congolaises et rester dans la discipline. En tout cas, vous êtes en train, n'est-ce pas, de marquer cette discipline-là. Continuez toujours comme ça, gardez vos hommes, contrôlez les positions, la frontière, avant que vous quittiez ici, n'est-ce pas? Et même si vous quittez, c'est votre compagnie la compagnie et notre compagnie là qui continue, n'est-ce pas? Après cela, il a visité les dépôts d'armement et les charrois automobiles de la compagnie avant de retourner à Lubumbashi et poursuivre sa mission.
Arrivé depuis samedi 28 janvier 2023 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga en provenance du Lualaba, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a bouclé ainsi son périple qui l'a conduit dans 5 des 9 provinces de l'ère opérationnelle, 2 en ce qui concerne l'enregistrement et l'enrôlement des électeurs. Les détails avec Voldy Kenki. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a foulé depuis samedi 28 janvier le sol de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Il revenait justement de la province du Lualaba, bouclant ainsi son périple qui l'a conduit dans 5 de 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle de l'enregistrement et l'enrôlement des électeurs. Comme lors de ses précédentes étapes, le numéro 1 de la CENI s'est au préalable entretenu avec le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy, évoquant avec lui la question sécuritaire. Comme à Kolwezi, il a adressé ses messages en langue locale, les Swahili, pour atteindre un plus large public. Quand on a vu les processus d'enrôlement, il y a des électeurs, ils vont à Pita. Tulianza, mon zone opérationnelle 2, nitarami ni kuya pa ni kutane na ba électeurs, enfin ba requérants, ni kutane na ba tout ni comprendre de ville mambo konaenda. Na ba autorité ba nieleze mambo ya sécurité ya processus parce que non ni processus ya ba mingi ba changana doit s'enrôler, il faut ni assurer que kuko sécurité. Et puis mito na ville ba faire quasi kesho et ni ba encourager comme ça tout quoi na population. Par ailleurs, il a visité l'entrepôt de la CENI avant de quitter Lubumbashi, dernière étape de sa mission dans 5 de 9 provinces de l'ère opérationnelle 2, satisfait du bon déroulement du processus dans ces provinces, avec espoir que celui-ci sera une réussite. Et dans le secteur minier, Kibali Gold Mine prévoit de réduire encore d'ici 2025 son empreinte carbone en ajoutant une centrale solaire à son bouquet énergétique. Dès 2025, les 3 centrales hydroélectriques de Kibali seront suppléées par une nouvelle centrale solaire de 17 MW qui, une fois achevée, augmentera la part des énergies renouvelables de la mine. C'est un reportage de Dieudonné Bonali. Pendant que les autres miniers dépendent totalement de l'énergie fournie par la société étatique et où importent de l'électricité dans les pays voisins de la RDC, Kibali Gold Mine pense déjà à construire sa 4e centrale hydroélectrique après celle d'Enzorode 22 MW, Ambarao 11 MW et Nzambi 11 MW également, afin de réduire à la fois son déficit électrique et son empreinte carbone d'ici 2025 en ajoutant une centrale solaire à son bouquet énergétique. Celle-ci fera passer la part des énergies renouvelables dans les sources énergétiques de la mine de 81% à 93%. Dès 2025, les 3 centrales hydroélectriques de Kibali seront suppléées par une nouvelle centrale solaire de 17 MW qui, une fois achevée, augmentera la part des énergies renouvelables de la mine. Annonce faite lundi 30 janvier par le Dr Mabouisto, ci-devant Chairman de Barrick Gold Corporation, actionnaire gérant de Kibali Gold Mine, au cours de la traditionnelle conférence de presse de cette jointe venture. Profitant de l'occasion ainsi offerte, le président du conseil de gérance de Kibali Gold Mine a octroyé des bourses d'études à des meilleurs étudiants de la faculté de géologie de l'université de Kinshasa et des ONG locales pour leurs actions caritatives avant de recevoir de la presse minière à son tour, aux côtés du directeur pays de Barrick Cyril Mutombo, de Madame Loïs Wak et de Madame Christina Ngakatina, toutes de la communication de Kibali, des diplômes d'excellence et œuvres d'art synonymes de la reconnaissance de la patrie pour leur contribution au développement socio-économique de la RDC et pour avoir appliqué à l'alerte et sans compromis la stratégie de redevabilité et transparence. Ne dit-on pas souvent que la main qui donne est celle qui reçoit? L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Dans le cadre de son plan d'accélération de la transformation agricole, le Gabon projette de porter la production nationale de cacao de 250 à 3000 tonnes à l'horizon 2025. Cette mesure gouvernementale vise à apporter plus de devises au pays et pour qu'il devienne l'un des plus gros producteurs africains de cacao. Edouard Fonda.
Entre 2022 et 2025, les autorités agricoles du Gabon entendent faire passer la production de cacao de 250 à 3000 tonnes. Cette mesure, issue du plan d'accélération de la transformation nationale agricole, veut redonner au Gabon toute sa place dans l'industrie du café et du cacao, pilier du développement économique durable. La diversification de l'économie gabonaise passe par la relance des filières cacao-café qui figurent parmi les matières premières les plus convoitées. La mise en place il y a 3 ans du projet Jeune Entrepreneur Café-Cacao, GECA, a permis la création de 409 hectares de cacaoyères. L'objectif étant de planter 1000 hectares de cacaoyères d'ici 2025 pour éviter l'exode rural des 1000 jeunes. L'ambition du Gabon est de devenir l'un des plus grands producteurs africains de cacao. Si à l'horizon 2025, l'objectif fixé est de 3000 tonnes de cacao, les autorités agricoles nationales espèrent rejoindre les pelotons des pays producteurs en retrouvant sa production de 1975 qui était stable à 17 000 tonnes cacao et café confondus. La sous-région d'Afrique centrale veut se doter d'un réseau de plus de 6500 km d'oléoducs en vue d'assurer son développement énergétique. L'étude du projet aura lieu au Tchad en novembre 2023 pour impliquer davantage de pays. L'infrastructure va relier le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Congo et la RDC. Et sa mise en service est prévue pour 2030. C'est un reportage de nos confrères d'Africa 24. L'Afrique centrale veut construire un réseau d'oléoducs régionaux de 6500 km qui traverseront le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Congo et la RD Congo. L'objectif est d'assurer l'approvisionnement en énergie dans la sous-région. La Guinée équatoriale travaille sur la première phase du projet qui comprend la connexion à travers le Tchad. Ce projet vient en réponse à l'une des grandes problématiques, la mise à disposition de l'énergie. Parce qu'en termes de production d'énergie, vous pouvez avoir une production suffisante, vous pouvez avoir aussi une clientèle qui est en attente de cette production, mais la problématique majeure reste la mise à disposition de cette production. Alors, ces genres de gazoducs viennent créer une interconnexion entre les différents États pour permettre une fluidité de la mise à disposition de l'énergie. Ce projet fait l'objet d'une étude globale avec l'Organisation africaine des producteurs de pétrole et vise également à favoriser le développement des zones industrielles et du marché commun. Le système d'oléoduc et l'infrastructure centrale comprendront des dépôts de stockage, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des raffineries et des centrales électriques. Il convient de comprendre que l'Afrique est immensement riche en termes de ressources pétrolières et gazières dans l'ensemble. Mais que vaut cette richesse si le continent n'arrive pas à distribuer cette ressource, si le continent n'arrive pas à porter cette ressource à ceux qui en ont besoin? Voilà pourquoi, d'une part, vous avez des pays qui sont immensement bien fournis en réserves et en gisements pétroliers, et d'une part, vous avez des pays qui ont ce besoin. Dénommé Central African Pipeline System, ce projet devra répondre à la demande régionale de produits pétroliers raffinés en favorisant une sécurité énergétique. Son opérationnalisation est prévue pour 2030. Le financement en equity levé par l'ensemble de startups d'Afrique australe ont été divisés presque par 2 entre 2021 et 2022. Ces fonds, qui ont atteint 1 milliard de dollars en 2021, ont chuté à 600 millions de dollars en 2022. L'Afrique australe est même devenue la seule région sur le continent où le nombre d'opérations de plus de 100 000 dollars ont chuté en 2022. Edouard Fonda. Cette sous-performance des startups d'Afrique australe est très étroitement liée à celle de l'Afrique du Sud, indiquent les analystes des plateformes d'information sur les transactions des startups africaines. L'Afrique du Sud, qui représentait à elle seule 98% du total des fonds levés en Afrique australe en 2021, a légèrement baissé en 2022 en captant 95% du total des fonds investis dans la région. En dehors de l'Afrique du Sud, les autres économies d'Afrique australe ont également levé moins de fonds en 2022. Ainsi, la Namibie et la Zambie, qui occupent respectivement le 2e et 3e place dans la région, ont attiré 40 fois moins de fonds chacun en 2022. Les 15 millions mobilisés en Namibie proviennent d'une seule opération, à savoir la levée opérée par la start-up Jabu.
Les 12 millions de dollars levés en Zambie proviennent de l'unique opération réalisée par Union 54. En Namibie comme en Zambie, les 2 tours de table des entreprises Union 24 et Jabu ont été menés par la firme d'investissement Tiger Global. Le Zimbabwe a enregistré 3 opérations de plus de 100 000 dollars en 2022 contre 6 en 2021. Le Botswana et le Mozambique en ont enregistré chacun une seule opération. 4 pays de la région n'ont réalisé aucune transaction de plus de 100 000 dollars en 2022. Avec moins de 600 millions de dollars levés en 2022, l'Afrique australe se classe désormais au 4e rang continental en termes de levée de fonds, loin derrière l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Nord. En 2021, elle était classée 2e. Sa part du financement continental est passée de 23% en 2021 à 12% en 2022. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Et d'honneur, accueil chaleureux et puis tête à tête avec le président Félix Tshisekedi, le pape François est arrivé à Kinshasa. Il a été accueilli avec honneur et joie dans la capitale. Et puis Félix Tshisekedi a été devant le corps diplomatique. Le chef de l'État a brossé le tableau des événements qui ont marqué l'année 2022. Il a également dénoncé la complaisance de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Au niveau international, vous l'avez suivi, le Gabon projette de porter la production de cacao à 3000 tonnes d'ici 2025. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga.